Bonjour Émilie Silikian, bienvenue. Vous Bonjour. êtes donc la directrice générale de Salesforce France, leader mondial du CRM, la gestion de la relation client basée sur le cloud. On va présenter Salesforce, vos actions pour la diversité et l'inclusion, évidemment. On a une vingtaine de minutes ensemble. Mais d'abord, ce sommet, l'inclusion économique, pourquoi c'est un enjeu majeur ? Alors écoutez, j'espère que le pourquoi est devenu, et n'est plus la question, mais plutôt le comment, puisque McKinsey sort une étude annuelle sur le sujet et qui démontre bien que les entreprises qui ont une politique de diversité et d'inclusion, eh bien en fait sont plus performantes. Donc il y a un vrai lien entre la diversité et la performance économique. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que d'un point de vue valeur, une entreprise aujourd'hui se doit d'être le reflet de la société. Donc si la société est au pluriel, l'entreprise doit aussi être au pluriel et avoir un rôle dans l'égalité des chances. Mais est-ce que c'est... vous occupiez de ça déjà dans votre job précédent, je crois que c'était chez Accenture. Oui. Donc vous portez ces valeurs-là et cette idée-là. Mais est-ce qu'il y a eu, dans votre carrière, depuis, je ne sais pas, quelques années, des freins, des gens qui n'étaient pas réceptifs à ce discours-là? Est-ce qu'il a fallu quand même batailler ? Eh bien, écoutez, moi j'ai une anecdote. Alors, je vais vous la dire. On avait dans mon job précédent, effectivement, toujours dans la technologie, on devait choisir une patronne pour porter un programme informatique d'envergure, de transformation. Et donc, dans ces castings, en général, on n'est pas forcément challengé. Et donc, on vient, on dit, j'ai trouvé le bon casting. Et il se trouve que ce jour-là, j'ai trouvé quelqu'un de formidable. Ils m'ont dit comment elle s'appelle. Elle s'appelle Alexandra. Et donc, j'avais pas dit Alexandre, j'avais dit Alexandra. Ouais. J'ai été challengée en me disant, mais est-ce que tu es sûre qu'elle sera assez pertinente, qu'elle aura de la force de conviction, qu'elle aura la résilience? Juste par cette image-là, il y avait un a priori. Ouais. Et en fait, je m'en souviendrai vraiment de manière systématique parce que ce jour-là, ça m'a mis en doute. Et ce doute, en fait, la personne était extrêmement motivée. Elle m'a appelé après la réunion et elle m'a dit, alors c'est bon, est-ce que j'ai ce poste? Et moi-même, je lui ai transmis ce doute en disant, est-ce que tu es sûr que tu vas y arriver? Et du coup, elle m'a dit, tu as raison, peut-être que je ne suis pas la bonne personne. Et en fait, je l'ai immédiatement rappelé en disant, mais c'est pas possible. Non, mais c'est pas possible. Oui, non, mais c'est qu'en fait, on peut imaginer qu'il y a des siècles de patriarcat qui les biais inconscients sont systématiques pour tous, donc ils concernent tout le monde. Et en fait, cette personne-là, c'était il y a 11 ans. Aujourd'hui, elle a non seulement pris le programme, mais elle a réussi. Elle a fait une très belle carrière et elle est aujourd'hui dans la tech toujours et à Dubaï, donc à l'international aussi. Ouais. Salesforce, c'est une entreprise qui a été créée en 1999. 2 décennies plus tard, c'est un géant mondial. Qu'est-ce qui fait la force de votre plateforme? Petite question générale, ensuite on va rentrer dans les valeurs et vraiment les thématiques d'inclusion. Alors, la force de Salesforce, c'est d'abord d'avoir créé un business model, un modèle d'entreprise qui ne repose pas juste sur une entreprise, mais qui repose sur un écosystème. Et donc, elle a tout d'abord des valeurs qui sont extrêmement fortes autour de l'innovation, du fait qu'on est sur de la confiance, donc confiance de la donnée et confiance dans la relation qu'on a avec les clients. On a une intensité, une réciprocité des attentions entre les clients et nos salariés. Et donc, ça veut dire que ce qu'on appelle l'employee success et le fait qu'on puisse mettre le même investissement et énergie pour nos salariés fait partie aussi de nos valeurs. Et donc, on a bien sûr aussi l'égalité. Égalité des chances et la manière dont on opère notre modèle pour nous-mêmes, pour nos partenaires, dans la manière dont on opère avec nos clients, mais également pour tout un écosystème d'associations que l'on porte également. Oui, on va parler de tout ça, on va parler d'égalité des chances, on va parler des associations, mais quand vous parlez d'écosystème, en préparant l'émission, j'ai trouvé ces chiffres qui, moi, m'ont assez surpris. Étude de marché internationale publiée par IDC, Salesforce et son écosystème de partenaires et clients généreront d'ici 2024 71 milliards d'euros de chiffre d'affaires cumulé et créeront plus de 154 000 nouveaux emplois directs en France. Je me suis dit, comment ils arrivent à ces chiffres, en fait? C'est quoi la démonstration? Alors ça, c'est effectivement l'étude ici de l'année dernière et elle a été renouvelée d'ailleurs cette année. D'accord. Et donc ça veut dire que les chiffres ont augmenté. Donc on voit en fait un potentiel énorme sur les jobs qui sont liés à la technologie et à Salesforce. Et alors comment ça se passe? Ça veut dire que vous avez des salariés en propre avec effectivement une structure qui permet de mettre à disposition de la technologie pour des clients, quelle que soit la taille de l'entreprise, donc des PME jusqu'au CAC 40 et quelle que soit l'industrie. Et donc en fait, quand on parle de gestion de la relation client, ça s'applique aussi pour un hôpital, pour une relation de patient. Ça s'applique pour une université, pour accompagner les étudiants. Donc, vous voyez, ça s'applique à tout domaine. Et en fait, pour faire ça, vous avez besoin d'avoir aussi dans l'écosystème des personnes qui soient formées. Et c'est pour ça, en fait, qu'on a une plateforme de formation qui s'appelle
Trailhead, qui est mise à disposition gratuitement et qui permet de venir accompagner des personnes en reconversion professionnelle ou des jeunes qui cherchent un emploi autour de la technologie pour se former et venir alimenter l'économie ou la Salesforce économie en France. Et donc, c'est plus de 211 000 créations d'emplois que l'on projette pour 2026. Oui, donc vous voulez réactualiser tous les ans ces chiffres. Et d'où l'intention forte sur la formation. Alors justement, on va y venir. Mais je voudrais vous entendre sur la culture d'entreprise de Salesforce. Comment vous la définissez ? Originale. Originale et du coup très attractive. Parce que c'est une culture d'entreprise qui repose sur des valeurs mais qui sont vécues vraiment au quotidien. C'est pas juste incantatoire. Oui, c'est pas juste des jolis mots qu'on a mis les uns après les autres. C'est pas juste des jolis mots où on coche une case. Donc si je vous donne quelques exemples, par exemple, en fait, la valeur de l'égalité, on a un Chief Equality Officer qui porte à la fois le recrutement et à la fois en fait les KPI sur l'égalité des chances. Ce qui veut dire qu'on s'impose des quotas. Pourquoi ? Parce qu'on y croit, donc on ne le vit pas comme un frein, mais au contraire comme une accélération. Et en fait, on vient mixer cela avec le moyen de le réaliser, qui est le recrutement et de changer les modalités de sourcing. Donc ça, c'est un premier exemple. Oui. Alors tiens, je reste sur cet exemple-là, et pour là aussi être très concret, on passe des valeurs au concret. Vous avez un partenariat avec Pôle emploi sur le recrutement. En quoi il consiste et comment il s'intègre dans ces objectifs ? Quand on regarde aujourd'hui l'économie de la technologie, on est en circuit fermé et en surchauffe. Ça veut dire que la crise a révélé un besoin énorme en termes de technologie pour aider les entreprises à avoir de la résilience entre des points physiques de vente et puis du e-commerce. Donc il y a un énorme besoin et ce besoin, en fait, on a du mal à le retranscrire sur le marché des talents. Et donc pourquoi avoir un partenariat avec Pôle emploi, mais avec aussi d'autres associations ? C'est de pouvoir casser ce circuit fermé où on va avoir des personnes qui sont par exemple dans une entreprise chez Oracle, chez Microsoft, chez Salesforce et donc en fait qui font le tour quoi. Qui font le tour et on crée un petit peu une logique de mercenaires et donc avec une bulle spéculative autour des salaires et en fait pour casser ce cercle-là, il faut aller chercher les talents qui ne sont pas aujourd'hui dans la technologie, qui sont ailleurs et créer de la mobilité sociale. Et pour ce faire, ça change aussi les critères de recrutement pour pas systématiquement rechercher le bac+5 et puis le 10 ans sur du code Python ou autre, puisqu'en fait la technologie, elle peut s'apprendre. Donc il y a aussi une désacralisation des métiers de la technologie, où on voit que 35% sont certes autour de métiers dans le dur, dans du code, dans de l'architecture technique, qui nécessitent un apprentissage plus long, mais en revanche, vous avez 65% des métiers de la technologie qui sont abordables. Et là, vous pouvez vous permettre de casser ce cercle en allant chercher des talents en région, en Île-de-France et aussi dans n'importe quel type finalement d'industrie. Donc ça c'était, je reviens aux valeurs, vous avez démarré par le recrutement et ensuite ça se décline comment ? Eh bien, ça se décline comment ? Ça se décline d'abord sur une diversification du sourcing. Donc, c'est vraiment d'arriver à certes travailler sur la notion de compétence, mais également la notion de potentiel. Et donc de se dire que, en termes de gestion de risque, de casser un petit peu ce prisme où on doit systématiquement cocher la case et avoir un parcours dédié dans la tech ad vitam aeternam, et puis en fait de laisser sa chance à des personnes qui ont la niaque, qui ont suffisamment d'énergie pour se dire tiens, là on n'est plus forcément sur des codes classiques, mais il y a suffisamment d'énergie pour apprendre. Et en fait c'est ça que l'on cherche. On cherche des gens qui ont l'envie d'apprendre en continu pour pouvoir s'adapter rapidement à l'évolution des technologies. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que pour faire ça, il faut aussi adapter notre processus de recrutement un petit peu traditionnel. Et donc, du coup, on a fait plusieurs actions. La première, c'est de former l'ensemble des collaborateurs qui touchent au recrutement au biais inconscient. Le process, certes, est avec des entretiens individuels, mais il se termine par ce qu'on appelle un panel. Et le panel, on l'a fait en sorte qu'il soit représentatif de la société. Donc, c'est pas que des hommes, c'est des hommes, des femmes, c'est la diversité donc de genre, mais aussi de préférences sexuelles, d'origine, pour faire en sorte que finalement, on ait des regards croisés et qui permettent d'analyser le candidat sous différents angles. Et donc, vous vous êtes rendu compte que les biais, on en a tous ? Mais les biais, on en a tous. C'est naturel. C'est humain et je pense que c'est important de le reconnaître. Oui. Voilà, je n'ai pas de biais. Oui, évidemment. Identifiez vos biais et puis ensuite vous pourrez éventuellement lutter contre. Et surtout, c'est un peu l'exemple que je vous disais, je suis une fervente sponsor du sujet et moi-même, je peux être alimentée par des biais. Et donc, savoir le reconnaître et se former en continu et continuer d'apprendre est important. Et une fois qu'on a passé donc le sourcing, le recrutement,
il y a aussi la logique d'intégration qui est importante pour avoir un temps d'apprentissage adapté. Donc, on a aussi ce qu'on appelle des equality groups. Donc, ce sont des communautés qui se montent parce qu'ils ont un intérêt en propre. Donc, on va avoir la communauté autour de l'égalité homme-femme. On va avoir autour du LGBTQ+, on va avoir autour du handicap, etc. Et donc, c'est pas du communautarisme. C'est une communauté bienveillante qui est, en règle générale, à 50% de gens qui sont directement concernés par cette cause, mais à 50% parce qu'on appelle des alliés. Et pourquoi c'est important? Parce que ça facilite aussi l'intégration dans l'entreprise et ça s'autogère et ça permet aussi de remonter des idées pour faciliter le parcours du salarié. Oui, quand vous dites c'est pas du communautarisme, parce que le risque, ça serait de créer X des chapelles bulles, dans l'entreprise. Exactement, cloisonnées. Et ça, on fait aussi attention à ça. Donc, ce sont des réseaux, mais qui servent justement de facilitateurs d'intégration. Et enfin, le dernier point, si vous me permettez, allez-y. C'est dans cette culture d'entreprise que j'y crois beaucoup, parce qu'on parle beaucoup de diversité. Et c'est pas parce qu'on recrute avec des quotas ou des indicateurs que le travail est fini. Il faut aussi savoir changer et accompagner dans la durée une gestion de carrière. Et donc, c'est un changement managérial. Et donc, si on ne change pas aussi la logique très pyramidale et pour la mettre plutôt dans une logique d'horizontale, où on va travailler en faisant confiance à l'autre, en se disant, bah voilà, cette confiance, elle va permettre de faire aussi grandir de manière différente et surtout d'accueillir les opinions. Parce que la diversité, pour qu'elle s'exerce et qu'elle crée de la performance économique, il faut savoir challenger le statu quo et faire en sorte que cette diversité s'exprime sur une problématique donnée. Oui, mais ça veut dire aussi, quand vous parlez d'accompagnement de carrière, il y a des chiffres qui sont sortis il n'y a pas très longtemps, ils sortent tous les ans sur l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. On est encore à 16,5% d'écart au niveau français. Les grandes entreprises comme les vôtres sont pas auditées, mais en tout cas évaluées sur ces critères. C'est quoi l'écart salarial chez Salesforce? Comment vous luttez contre là aussi ce patriarcat qui continue dans nos portefeuilles? Alors déjà, le premier point, c'est qu'en 2016, il y a eu effectivement une action qui a été levée en disant est-ce qu'on n'a pas des écarts salariales? Et donc identifions-les. Identifions-les. Et donc depuis 2016, on a un processus, c'est obligatoire. Et donc on vient récupérer l'ensemble des salaires de l'entreprise sur l'ensemble des pays. Et en fait, il y a des réajustements qui se font s'il y en a. Voilà. Et en plus de ça, depuis mon arrivée, je peux vous dire que certains, quand ils ont un doute, et c'est souvent d'ailleurs des hommes managers, et ça j'apprécie aussi ça, qui lèvent le doigt en disant Émilie, est-ce que j'ai pas un problème de salaire? Est-ce qu'on peut vérifier que cette bienveillance s'applique partout? Et donc du coup, ça permet en fait entre les process et puis un état d'esprit qui est assez libéré sur le sujet, de pouvoir vérifier qu'on est vraiment à ce zéro gap en termes d'égalité salariale. Alors on pourrait se dire, là, depuis qu'on discute depuis une dizaine de minutes, que tout ça c'est des valeurs, c'est des belles idées, mais non, c'est du business. Regardez ce chiffre, la source c'est un rapport RAND pour Salesforce. La pénurie de talents dans les métiers du numérique coûtera plus de... Alors, je reprends mon souffle parce que le chiffre est dingue. 11 500 milliards de dollars de croissance du PIB au pays du G20 d'ici 2028. Oui. C'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est de ne pas casser la croissance faute de talent. Exactement. Et du coup, pour pouvoir le faire, c'est là où on doit savoir penser différemment. Si je prends aujourd'hui les postes ouverts en France autour de Salesforce, vous avez 3000 jobs ouverts. Vous en avez à peu près 2/3 qui sont sur l'Île-de-France, mais vous avez 1/3 dans les régions. Et ça s'accélère depuis la gestion des confinements. Oui. Donc il y a vraiment aussi un mouvement de population. Les journaux titraient 25% des Français déménagés cet été. En fait, c'est en train de se réaliser. Ouais. Et donc il y a à la fois une couverture territoriale qu'il faut traiter, et puis il y a à la fois aussi repenser la promesse de l'employeur, puisqu'en fait, à l'issue de la crise, les gens se posent aussi la question du sens. Donc il y a un facteur d'attractivité où l'entreprise qui ne traite pas ce genre de sujet, certes prend un risque économique, mais surtout se retrouve aussi dans un mentorat inversé où le candidat peut challenger l'entreprise en disant « mais est-ce que j'ai vraiment envie de venir chez vous ?» Oui, mais parce que toutes les entreprises commencent à mettre ça en avant, et c'est très bien, mais pour un candidat, qu'est-ce qu'il va aller chercher comme preuve de sens? Vous voyez ce que je veux dire? Exactement, c'est justement des éléments de preuve. Ouais. Et donc du coup, on a un modèle qui s'appelle le One. Ouais, alors ça, c'est de la philanthropie, le One. Pas du tout. Alors expliquez-nous ce que c'est. Donc en fait, le One, il a été mis dès le démarrage, donc avec ce principe qui est de dire, comme on n'est pas un business model fermé et qu'on souhaite justement drainer un écosystème, vous avez 1% des revenus qui est reversé. Donc là, qui s'apparente à de la philanthropie sur donc des pour associations. Des associations. Vous avez 1% du produit, donc il y a Salesforce.org
.org, qui est à disposition de n'importe quelle loi 1901 qui travaille en fait sur la partie ONG, mais également sur l'éducation, et qui permet de fournir le produit gratuitement et ensuite de l'avoir à prix coûtant. Pourquoi ? Pour justement avoir l'effet démultiplicateur de l'impact positif et donc d'aider aussi les associations à grandir. Et enfin, vous avez 1% du temps des salariés. Alors, donc ça c'est du mécénat d'entreprise, ça. Non, ça va beaucoup plus loin. C'est qu'en fait, vous avez 7 jours ouvrés, donc c'est-à-dire une semaine et demie, payés par l'entreprise, où on incite, qui est obligatoire pour les salariés, pour leur dire « venez rendre ce que vous recevez ». Et c'est à votre choix. Et donc, vous avez aujourd'hui des personnes qui s'impliquent sur le mentorat. Il y a 20 000 heures de mentorat d'accompagnement sur des étudiants qui sont faits par des salariés Salesforce. Et ils le font de manière sur les associations de cœur, si vous voulez. Vous avez des personnes qui vont s'investir, par exemple, sur l'autisme parce qu'ils sont touchés par cette cause dans leur famille. Vous avez des personnes qui vont s'impliquer, par exemple, pour le réfectorio à Paris, pour faire le service et redonner de la dignité aussi sur des personnes qui en ont besoin. Et donc, voilà, vous avez cette liberté de choix qui permet en fait d'avoir une force vive engagée. Et quand vous le faites, vous vous rendez compte que vous pouvez allier votre travail au quotidien avec des valeurs et du coup avoir ces éléments de preuve. Et dans la partie effectivement dons aux associations, 430 000 € pour le Forum des images, c'est l'institution culturelle de la ville de Paris qui est consacrée au cinéma et à l'audiovisuel. Dans quel but ça va ? Pourquoi vous vous êtes dit il faut qu'on aide le Forum des images ? Alors, on a le Forum des images et puis plein d'autres. Oui, bien sûr. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le problème de la technologie et de l'emploi dans la tech, c'est pas juste au moment où on est en fait sur le marché. Il faut arriver à accompagner les jeunes sur ce secteur dès le démarrage. Et donc, c'est de venir aussi casser un peu les stéréotypes. On a encore des exemples qui montrent que les ordinateurs pour enfants, quand il est bleu, c'est pour les garçons, quand il est rose, c'est pour les filles, et il se trouve que celui qui est rose, il a moins de fonctionnalités que le bleu. Ça existe encore et c'est vendu sur Internet. Mais c'est une réalité. Et donc, il faut arriver à travailler dès le plus jeune âge pour faire en sorte de venir faire un apprentissage ludique autour de la technologie dans les écoles. Est-ce que c'était aussi, pardon, je vous interromps, mais est-ce que c'était aussi lié justement à un effet confinement et à une prise de conscience que certains enfants n'étaient pas équipés pour suivre les cours à distance, etc. Est-ce qu'il y a aussi cette dimension-là ? Alors, cette dimension-là, elle existait déjà avant. Par contre, je pense qu'effectivement, elle s'est accélérée puisqu'elle était plus visible. Ça veut dire que les écarts d'apprentissage ont été flagrants pendant la crise. Donc, ceux qui avaient la chance d'être déjà initiés, puis avec des familles qui avaient de l'équipement, ça se passait plutôt bien. Et puis effectivement, on était en train de se rendre compte qu'on laissait au bord de la route des jeunes qui n'avaient pas cette chance-là, qui avaient besoin d'être aidés aussi. Donc c'est certes le Forum des images pour pour désacraliser la technologie auprès des plus jeunes, mais c'est aussi des classes PITEC qui sont aidées, donc des classes en difficulté pour venir faire du mentorat et aussi expliquer ce qu'est les métiers de la technologie. Et puis voilà, petit à petit avec plein d'initiatives de ce genre. Donc il y a les décodeuses, par exemple, qui sont sur la reconversion professionnelle, ou encore Coloris. Et ça, je la cite parce que je l'ai rencontré récemment. Oui, c'est quoi Coloris ? Et alors Coloris, c'est une association qui vient dans les petites écoles, vraiment, à la maternelle, au primaire, pour venir expliquer en fait que la technologie, c'est pas quelque chose d'abrupt et d'inconnu, mais qui peut s'appliquer dès le plus jeune âge. Et donc c'est vraiment en ayant un tissu associatif important qui font un travail indispensable qu'on peut ramener à la technologie ces fameux talents cachés de la France. Et justement, est-ce que vous avez modélisé, est-ce qu'il y a des chiffres sur les salariés potentiels qui passent à côté d'opportunités à cause de leurs origines sociales ou ethniques ? On sait ce que ça représente ? C'est quoi, c'est 10-15%, c'est Sur les origines sociales, vous savez qu'en France, on ne peut pas. Oui, on n'a pas de statistiques ethniques. Alors, c'est le cas, par exemple, dans les pays anglo-saxons, mais pas en France. Honnêtement, j'ai pas de matière précise sur le sujet, mais par contre, on a une conviction forte qui est qu'il y en a beaucoup qui passent un petit peu à côté. C'est pour ça qu'on participe d'ailleurs au sommet de l'inclusion économique, qui a 3 moments pour une entreprise, qui a certes des débats, donc ça permet en fait justement d'échanger sur les bonnes pratiques et comment on peut accélérer. Il y a des rencontres avec des candidats de parcours différents pour venir justement faire ce trait d'union entre l'entreprise et ses candidats. Mais il y a surtout aussi les candidats à un 3e moment où cette fois-ci, c'est les candidats qui challengent l'entreprise.
et qui viennent nous expliquer les difficultés rencontrées et qui viennent nous demander comment vous allez changer le modèle de l'entreprise pour nous accueillir. Ouais. Et donc ça, je pense que c'est important. Et on est là depuis une vingtaine de minutes sur voilà, l'action d'une grande entreprise comme Salesforce. Est-ce que vous pensez que ce levier, le levier de l'entreprise, il est parfois plus efficace que celui de l'État ou des politiques publiques? Comment vous le ressentez, ça? Moi, j'aime l'intégration, donc je suis pour l'intégration de bout en bout, et donc ça veut dire qu'il n'y a pas l'État, je pense, et les entreprises. Il ne faut pas les opposer. Il ne faut pas les opposer. Ouais. Il y a l'État. Mais parfois, l'État n'est pas super efficace. Non, il y a un grand plan, il y a de l'argent qui se dilue un peu partout. Non mais vous voyez ce que je veux dire, on l'a tous vécu, ressenti, exposé dans des enquêtes, donc ça existe. Je pense que j'aimerais pas, j'ai beaucoup de respect pour les hommes politiques parce que j'aimerais pas être à leur place. Je pense que c'est un métier qui n'est pas évident, puisque on sera systématiquement critiqué à mon avis, quel que soit d'ailleurs le gouvernement. Mais en revanche, je pense que l'État a un impact qui est nécessaire et qui permet de poser un cadre de travail. Donc là, typiquement, les nouvelles mesures sur les objectifs pour les comités de direction. Le fait de dire, voilà, il faut imposer un 30% et monter à un 40%, ça permet en fait de donner une impulsion. Et après, on va avoir des partenariats qui vont s'élaborer avec des entreprises qui, elles, vont le subir, ou au contraire, des entreprises qui vont être moteurs et l'appliquer même en avance de phase pour faire en sorte de montrer que ça peut marcher. Et donc, je prône surtout un écosystème où on a l'État et les entreprises comme actrices du changement et les associations, parce qu'elles permettent aussi de venir challenger la manière dont on opère, par exemple la DRH, et surtout d'alimenter des viviers qui sont nouveaux. Merci beaucoup, merci Émilie Sidiquian, à bientôt sur Bismart. On passe à notre rubrique Startup Smart Ideas, on parle mobilier de bureau tout de suite.